Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jacques Mestre. Bonjour. Bonjour monsieur, soyez les bienvenus. Nous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions depuis 9 ans, tous les mardis. Parfait. Tous les mardis, une personnalité montpelliéraine. Ah, c'est gentil. Voilà, vous avez 84 ans, 84. Depuis 45 ans, vous êtes à la tête de l'UMIH. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Union... Des métiers d'industrie hôtelière, des bars, hôtels, restaurants, discothèques. Merci. Et depuis donc 45 ans, vous êtes à la tête de ce truc-là. Donc on va parler de votre retraite. À bientôt. Parce que là, vous avez à 85 ans, ça frise l'indécence. Alors j'ai cotisé, comme ça les gens sont contents, je cotise. Voilà. Et j'arrête en fin septembre le restaurant. Alors bon, vous êtes aussi patron d'un restaurant qui s'appelle le Clippers, oui. que Balladur vous a proposé il y a très longtemps, il y a 55 ans. 53 ans, voilà. Donc le sujet c'est les hôtels et les restaurants. Chaque jour il y a 20 restaurants qui ferment. En France il y en a 3 qui ouvrent. Et il y en a 5 qui ouvrent. Absolument. Voilà, donc avant de passer aux questions, je vais vous parler de la une du prochain numéro de la Glorieuse. Donc le 1140. Donc on revient sur les municipales et on va parler du CSR. Voilà, la politique de gestion des déchets déjà en surchauffe. Et ça continuera. Ça vous est familier là Ah oui, ça continuera parce que ça, c'est un changement dans nos habitudes et il faut trouver des solutions. Et des fois, quand on trouve des solutions, le lendemain, on nous dit qu'il y a autre chose de nouveau. C'est assez compliqué pour qu'on se mette tous d'accord. Mais il faut y arriver. Hein. C'est nécessaire. On revient sur les Cévennes, là, le quartier de Montpellier, où on parle d'écologie tout le temps, mais on tronçonne des pins centenaires. Oui, mais écoutez, moi, tout le monde est écolo, il n'y a aucun problème, mais à un moment donné, on n'est pas ayatollah de l'écologie. Il y a le monde qui vit, il y a des personnes âgées, des jeunes, tout, c'est un monde qui vit, et on ne va pas leur imposer en permanence pour l'écolo, la circulation. Les écologistes, ça vous énerve un peu? Ah oui, j'en peux plus. Moi, je vais être très clair, j'en peux plus. Et là-dessus, on ne va pas imposer à des gens. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur en conduisant certaines choses pour rentrer, qui travaillent dans des hôpitaux et autres. À mon avis, stop. Je veux bien, il faut aller vers l'écolo, être écolo, il faut aller vers de bons gestes et tout. Il en faut, mais d'un autre côté, il faut arrêter, il ne faut pas tomber dans l'extrémisme. Et aujourd'hui, on est dans l'extrémisme, et je vais vous dire une chose, c'est tellement compliqué que des fois, on ne vient plus à mon pays. Un exemple, moi qui vis dans un petit restaurant, je ne viens plus à mon pays parce que ça devient compliqué. Pour se garer, pour tourner, c'est pas possible. On va y revenir. Donc, un autre article, ça vous concerne, c'est vers chez vous. La saison commence, mais les plages sont polluées, avec l'émissaire en mer qui renvoie des choses pas très jolies. Vous êtes au courant de ça aussi? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des opérations qui sont faites par les écoles pour le ramassage et autres, et c'est vrai qu'on devrait faire... Attendez, il y a des choses qui sont claires qu'il ne faut pas faire. Je suis fumeur, je suis d'accord pour ne pas fumer sur une plage. Il faut arrêter. Il ne faut pas jeter un sac de poubelle ou autre chose sur une plage ou l'enterrer. Il y a des gestes à respecter. Mais de l'extérieur. Mais on fait pareil sur l'eau. Alors les gens qui vont sur l'eau font pareil, jettent les détritus, jettent la bouteille de Vittel ou d'autres sur l'eau. C'est pas possible. Il faut qu'on se respecte et qu'on respecte la qualité de vie. C'est nos enfants, pour nous et pour le futur. Bon, ensuite on revient sur un autre article sur le coup de chaud. Miralles irrite ses partenaires. Au Beaux-Arts, toujours écologie, se garer tient du miracle. Voilà. Les réseaux s'enflamment. C'est un article que nous donnons cette semaine. Et enfin, donc un article sur notre ami Villette, là, le bras droit du maire de Montpellier, qui tourne au ridicule. Il nous a gargarisé sur l'arrivée de Dassault il compare ça à IBM. IBM à l'époque c'était 48 hectares, Dassault c'est 500 mètres carrés. Voilà, et ils sont pleins d'autosatisfaction. Ah mais écoutez, tous ces politiques sont très contents, je vais être franc, ils sont coupés de la réalité. Quand ils remettront leur chèque en question à la fin du mois, qu'ils ne pourront pas l'encaisser, ce jour-là peut-être ils changeront. Et je vais vous dire une chose, moi qui ne suis, je suis très clair, je suis LR, hein, mais moi une personne qui me manque, c'est Georges Frêche. Parce qu'au moins avec lui, c'était clair, c'était net, et on essayait d'avancer.
voyez, c'est rare que quelqu'un parle comme ça, mais moi je vous le dis. Bon, Jacques Mestre, comment s'annoncent les vacances à la Grande Motte? Pas qu'à la Grande Motte, un petit peu de partout. D'abord, on est très gêné par la canicule, c'est indiscutable. Et là, ça s'est rafraîchi. Oui, mais sans plus, sans plus. Heureusement qu'au bord de la mer, on a toujours un peu d'air qui nous rafraîchit. De l'autre côté, il faut penser que les gens, aujourd'hui, le pouvoir d'achat a été touché. Et troisièmement, qu'il y a des destinations où on nous donne des prestations supplémentaires qu'on a tendance à oublier chez nous. Il faut qu'on retrouve cette qualité d'accueil, cette qualité de service qu'on a et qu'on est en train un petit peu de perdre. Il faut le revaloriser. L'activité économique, elle est bonne? Elle est mauvaise. Vous n'allez qu'avoir un exemple. M. Tachon dans la Banque de France, vous lui demanderez combien de dépôts, de bilans. Regardez la CCI, il y a une cellule de crise. Regardez, il y a beaucoup de dépôts de bilan. Et alors là-dessus, je rajouterai, pour ces dépôts de bilan, je demande au maire, quel qu'il soit, et d'où qu'il soit, avant de faire certains travaux qui sont des fois très beaux, de bien consulter les commerçants et nous voir pour voir si ça ne va pas pénaliser complètement le commerce. Quand, par exemple, oui, vous empêchez quelqu'un de passer devant vos commerces, vous le faites passer de l'autre côté de la rue, eh bien vous ne travaillez plus. Que vous disent les commerçants dans le centre-ville de Montpellier sur leur activité? C'est très moyen, et je vais mettre une chose, la restauration, comme tous les commerces de vêtements et autres, c'est pareil. Nous sommes en difficulté. Parce qu'on nous dit que bon, c'est la cata partout, sauf dans la restauration et les bars qui tirent leur épingle du jeu. Ils plaisantent, j'espère, ils devraient se présenter en tant qu'humoristes. Ils n'ont qu'à voir les dépôts de bilan, ils n'ont qu'à voir comment ça se passe. Alors par contre, les restaurants traditionnels ont tendance presque à disparaître et se transforment, si vous voulez, en sandwich, saladerie ou autre. Ça, c'est plus, pour moi, ça n'est plus des restaurants, ça fait partie de notre profession, mais c'est plus nos restaurants. Ils payent la patente chez vous, donc ils payent tout, ils sont pareils que nous, et ils font du bon travail aussi, de bonnes salades et autres. Mais il ne faut pas dire que c'est un restaurant. Un restaurant, il y a des prestations, vous êtes assis, vous avez des salariés qui vous travaillent pour vous. Bon, on est dans un département qui s'appelle l'Hérault, là, qui vend le tourisme. Est-ce que l'attractivité touristique dans l'Hérault augmente? Non, pas du tout, je suis désolé. Vous êtes négatif, monsieur Mestre. Non, mais je suis réaliste. Écoutez, moi c'est simple. À la fin du mois, j'ai mon banquier, j'ai mes salariés à payer, et je rappellerai une chose à tout le monde, qu'il faut bien qu'ils se mettent à la tête. Quand je paye un salarié 2000 € net chez moi, ou ailleurs, il me coûte 4500 € en gros. Il ne faut pas l'oublier. Ça, on a tous tendance à l'oublier. Mais on les paye aujourd'hui correctement, et aujourd'hui on a des difficultés. Alors, problème, si on ne fait pas un certain chiffre d'affaires, on ne s'en sort pas, et tous les produits, que vous vouliez ou non, ont augmenté, donc nos marges ont diminué. Comment on fait? Et au bout, il y a le client, et le client, lui, il a le contraire, son pouvoir d'achat, il a baissé. C'est très contradictoire. Comment faire l'équilibre entre les deux? Alors l'activité en centre-ville de Montpellier est-elle appelée à décliner irrémédiablement? Non, l'irrémédiable je n'admets pas. Il y a toujours des solutions en faisant des animations, certaines prestations que nous avons besoin. Et n'oublions pas qu'à Montpellier d'abord il y a 75 000 étudiants et qui est une belle ville. Mais si on ne doit plus y venir, c'est parce qu'on nous complique la vie pour se garer, circuler et compagnie, on n'y vient plus. Donc il faut être clair, il faut faciliter l'accès à Montpellier. Et cette ville qui est quand même très belle, vous avez des beaux musées, vous allez du Pérou, la cathédrale, c'est un ensemble. On a tout pour réussir, mais dans une période difficile. Mais pour ça, il faut être réaliste, il faut laisser la politique de côté, et il faut mettre le commerce en avant, quel qu'il soit. Alors la photo parue dans notre confrère Midi Libre d'un homme portant un bracelet électronique sous les nouvelles fontaines de l'Esplanade, est-ce que cette photo résume à elle seule le déclin du centre-ville? Oui, alors... vous l'avez vu cette photo? Oui, mais alors je vais vous dire une chose, il y a un truc, la police, la gendarmerie font un énorme travail, mais je pense qu'on leur donne pas assez de moyens ou qu'ils ne sont pas assez nombreux. Aujourd'hui, le climat d'insécurité, lorsqu'il s'installe, fait partir tout le monde. N'oubliez pas que quand il y a un bar ouvert, vous êtes toujours de la lumière, quand il y a quelque chose, vous pouvez aller dans un bar, que ce soit minuit, 1 heure, vous avez un refuge. Aujourd'hui, plus ça va, si vous laissez faire de l'insécurité,
vous ne pouvez plus vous vider votre ville. Et c'est grave aussi bien pour les habitants, pour les commerçants et les gens qui y viennent. Et ça, j'insiste sur cette sécurité qui n'est pas assez forte. À la Grande Motte, il y a la sécurité? Pour le moment, ça touche du bois, on s'en tire bien. Il paraît que la Grande Motte décline en matière de clientèle. Je crois que tout le monde décline, il faut être très clair, il n'y a pas la foule, on le ressent. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des gens, je vous l'ai dit, ont été touchés. Les touristes étrangers, beaucoup s'orientent vers d'autres pays. Et là, à nous à faire le maximum pour les faire revenir chez nous. Mais pour le moment, la Grande Motte, au point de vue sécurité, c'est pas parce que j'y habite, mais au point de vue propreté, c'est nickel. On s'en tire bien. Donc, il n'y a pas des clodos à chaque truc qui vous agressent. Je m'excuse de le dire. Alors aujourd'hui, il y a un changement des modes de consommation, multiplication des halles, marché du lait. Est-ce que ça impacte un peu le genre de restauration traditionnelle dont vous êtes un peu l'héritier? Voilà, automatiquement. La restauration traditionnelle subit indirectement une concurrence, mais c'est la même chose. Mais pourquoi on va au Rive de l'Est? Parce que c'est frais, il y a de l'animation, il y a de la fête, on a besoin aujourd'hui, on est morose. Qu'est-ce qu'il faut pour sortir de la morosité? Il nous faut de l'animation, de la gaieté et de la joie. Donc, par exemple, lorsque vous avez ces brasseries qui font de la musique, tout ça, qui ne pénalisent pas les résidents, c'est très bien. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de retrouver l'envie, le sourire et la joie. Et pour ça, c'est pas avec tout ce qui nous tombe dessus, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais tout ce qui nous tombe, c'est faut agir. Moi, je dis aux politiques, vivez avec la réalité, vivez avec la remise du chèque en question. Et je me permets ce que je dis. Vous savez, je les ai tous chez moi, les premiers ministres Attal, Macron, tous les deux, je les ai tous vus. Le dernier, c'était Retailleau. Mais je leur ai dit, écoutez, vivez, arrêtez, et la remise du chèque. Par contre, il faut tendre la main à des personnes qui touchent une femme seule 400, 1500 euros, et qui a un gosse et qui se retrouve dans la mouise. Là, il faut tendre la main. On ne l'oublie pas. Monsieur Mestre, l'actualité la semaine dernière, le dispositif saisonniers littoraux, oui, pour faciliter le logement et le déplacement des saisonniers sur le littoral. Absolument. Qu'est-ce qui a été fait alors? Qu'est-ce qui a été fait? En deux mots, vite fait, ne vous vexez pas, je vais être un peu orgueilleux, c'est un peu Jacques Mess qui a fait les trois quarts. Hein, bon, c'est qui a initié tout ça. Donc aujourd'hui, c'est simple. Il y a le préfet qui est venu chez vous. Ah oui. Je le considère comme un ami, je vais vous dire en plus de ça. Je vais être très clair. Très bon terme. Mais par contre, nous, une chose. On est sur le littoral, on n'est pas une ville, par exemple, comme vous dire, je vous ai dit, 75 000 habitants. Nous sommes là, les gens viennent chez nous, où nous sommes des petites villes. Conclusion, il faut amener les gens. Pour amener les gens, qu'est-ce qu'il faut? Il me faut de la joie, de la sécurité et de la tranquillité. Et pour ça, il nous faut du personnel. Sans personnel, on n'y arrivera pas. Conclusion, le personnel, comme on n'est pas des villes et qu'on ne peut pas le trouver sur place, il vient de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai demandé à faire créer une ligne de ramassage qui part de Palavas, Carnon, la Grande Motte et qui ramène à Pérol, au tram. Tout le monde a joué le jeu, je tiens à le dire, même à la TAM qui a changé l'horaire, le dernier horaire, c'était 1h, je m'en rappelle, 1h, jusqu'à 2h, pour ramener les gens chez eux. Parce qu'il y a ce problème de logement aujourd'hui. Parce qu'il est inadmissible pour un salarié de payer 400 euros la semaine un studio. Je suis désolé, il est là pour travailler, pour gagner sa vie. Là, je ne suis pas d'accord avec... bien souvent, c'est pour ça qu'on demande des résidences. Alors, il manquerait 200 000 postes dans l'hôtellerie et la restauration. Absolument. Nous sommes tous en recherche de personnel. Alors, c'est très varié chez nous. Par exemple, les étudiants, c'est surtout ils vont s'orienter sur la plage, des restaurants de plage. Il y en a moins de restaurants de plage. Il y en a moins, si vous voulez. On ne va pas trop discuter. Ils en ont supprimé. Ils en ont supprimé, mais on en a remis un petit peu. Vous ne faites pas de soucis. C'est vrai qu'ils ont été pénalisés. Mais là, il y a les plages. De l'autre côté, c'était indirectement une nécessité, mais pas comme ça avait été fait, je vais être clair. Ça a été fait n'importe comment, ces restaurants de plage. Voilà, et ils en subissent les conséquences. Je vais être franc. Donc, à un moment donné,
la Côte d'Azur, Saint-Tropez, il y a des restaurants qui sont de plage du lever du soleil au coucher du soleil. D'autres qui ont des autorisations, 3, 4, qui ont des dérogations pour continuer. Il faut être clair. Donc, aujourd'hui, c'est un besoin, c'est un complément chez nous. Et par contre, il faut que ce soit dans les ordres. Malheureusement, ils ne savent pas où ils vont. Hein. Je veux dire, honnêtement, l'année prochaine, je ne sais pas où ils seront. Alors, pourquoi vous avez toujours de plus en plus de mal pour recruter des saisonniers? Écoutez, je vais vous dire, un saisonnier, un exemple. Aujourd'hui, je vais être très clair. Vous pouvez pas. Oui, mais soyez clair. L'URSSAF veut venir chez nous. Je les paye 2000 € net. Déclaré. C'est 4400, il me coûte 4400. Je parle en salle. Je ne parle pas en cuisine. En cuisine, ça démarre pour un apprenti, pour un commis. Allez, je parle toujours en net. C'est parce que c'est ce qu'ils encaissent. 1600, 1800 à 3005. C'est selon la position. Aujourd'hui, il y avait ça se résume, logement. Parce que si on les assassine pour se loger, ils ne viennent pas. C'est pour ça que j'ai fait l'effort de cette ligne. Et transport. Il faut, donc, je pense sans prétention qu'avec l'effort de tout le monde, de l'État, de la préfecture, nous sommes quasiment arrivés à solutionner beaucoup de cas. Est-ce qu'il faut régulariser des étrangers sans papier pour avoir plus de bras comme dans l'agriculture? Oui, à condition qu'ils soient encadrés et qu'ils soient bien corrects. Si ça ne va pas, je suis désolé, ils n'ont pas le droit au papier. Et comment expliquez-vous qu'il y a 10 fois moins de jeunes en formation dans l'hôtellerie-restauration qu'il y a quelques années? Je pense qu'on a un déficit de communication parce que c'est un métier chez nous on peut progresser. En cuisine, vous pouvez être apprenti, commis, chef de partie, seconde de cuisine et vous devenez chef. Donc on peut passer ces grades et les salaires qui vont avec. Dans la salle, c'est exactement pareil. Je pense qu'on a diabolisé nos métiers. Parce que d'abord, je vais reprendre quelque chose. Pourquoi diaboliser? Je me tais à cœur. On me dit souvent, vous comprenez, vous travaillez le samedi dimanche. Pourquoi les infirmières, les pompiers, ils ne travaillent pas? Les pharmaciens, des fois, à la permanence, ils ne travaillent pas. Le boulanger, le charcutier, ils ne travaillent pas le samedi dimanche. Les cinémas, ils ne travaillent pas le dimanche. Qu'est-ce que vous feriez si on ne travaillait pas le samedi dimanche? Plus rien. Et est-ce quand on a travaillé depuis 53 ans dans la restauration, est-ce qu'on a de bonnes économies? Oui, on a eu la satisfaction d'un travail énorme, d'avoir, pour nous, un exemple, dans mon cas, beaucoup de contacts avec des clients fidèles qui reviennent et qui viennent nous voir, et du coup on a vu les enfants et les petits-enfants. Donc, économiquement, ça a été profitable. Économiquement, avec des hauts et des bas. Hein. Je suis passé près de la chute comme tout le monde. Hein. Et il y a combien de temps que vous êtes passé près de la chute? Oh, il y a 20 ans à peu près, en gros. J'ai pas été épargné aussi, on a eu le contrôle, etc. En tant que président, c'est ce qui est normal. Mais voilà, et aujourd'hui, la restauration telle que je la conçois, dans des secteurs comme le nôtre, je pense qu'il ne peut pas y avoir beaucoup de restaurants, parce qu'économiquement, on devient cher par rapport à la clientèle. C'est le plus cher qu'en Espagne. Je suis en Espagne, je suis à l'aise d'en parler. 30% de tout meilleur marché en Espagne. Alors moi, il y a un sujet qui m'intéresse parce que je suis impliqué dans la restauration et tout. C'est que c'est le nombre de restaurants. Il n'y a aucune régulation. Aujourd'hui, à Montpellier, il y avait une époque, il y avait 100 restaurants. Maintenant, il doit y en avoir 2 ou 3 000. Je parle d'endroits où on peut manger. Ça va des pâtisseries, enfin des boulangeries, des kebabs, des restaurants. Mais c'est dans le centre-ville, il y a peut-être 1000 restaurants. On a galvaudé. C'est pas trop, c'est pas trop. Si, on a galvaudé le mot restaurant. Le mot restaurant, c'est accueillir quelqu'un, le faire manger, le servir, l'accompagner jusqu'à la fin et le remercier. Aujourd'hui, bien souvent, on devient des snacks, des selfs. On crée, par contre, qui marche bien, il faut le reconnaître, certains. Hein. On crée des restaurants pour se caler l'estomac. Tout ça, ça correspond à un état, l'ambiance. Vous avez mal fait le job quand même, parce qu'il faut réguler un peu. Voilà. Je suis d'accord. L'autorégulation, c'est une chose, mais aujourd'hui, c'est incroyable. C'est ouvert à tout. Comment ils vivent, ces restaurants. Je suis d'accord. On voit 3 personnes sur une terrasse aujourd'hui. D'abord, on ne devrait pas laisser le mot restaurant à tout le monde. Je ne veux pas, parce que je suis restaurateur, être prétentieux. Mais à un moment donné,
il faut quand même, allez, on va dire, même pas brasserie, je sais pas, préemporter quelque chose, souvent. Vous avez raté beaucoup de choses en fait. Ah, mais écoutez, jamais. Le cuisiner maison, oui. Ça aussi c'est raté. Oui, je l'ai fait. Nous, on l'a eu, et compagnie. J'ai failli rentrer au Gomillot, parce que j'étais en cuisine à ce moment-là. Ils étaient venus, puis après, quand ils ont commencé à me sélectionner pour aller plus loin, une étape plus loin, qu'il fallait mettre une cloche sur telle assiette et compagnie, et que j'étais à un moment donné, j'ai dit j'arrête parce que j'ai la tête à enfler, calme-toi, on revient au niveau de basique. D'accord. Bon, alors, oui, on revenait à l'apprentissage. Là, pourquoi ce secteur souffre-t-il d'une telle désaffection, hein? Donc, je dis 10 fois moins de jeunes qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration qu'il y a 25 ans. On n'est pas bon en communication, je vous dis, on est diabolisé par le samedi-dimanche. Je m'excuse, les pompiers, tous ces infirmiers, c'est des métiers nobles, ils sont comme tout le monde, et nous aussi. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a un effort à faire en promotion et dans les écoles. Moi, je pense qu'il y a surtout il faudrait qu'on puisse se rendre dans des écoles, dans les classes, mais dès le jeune âge, pour leur enseigner un petit peu, les amener dans une cuisine, pour voir comment on fait, comment ça se passe, etc., pour leur donner le goût et l'envie. Bon, alors, si c'est compliqué chez les restaurants, dans les locations saisonnières, c'est pareil, c'est le grand n'importe quoi. Le parc hôtelier a été complètement dérégulé par un marché annexe, parallèle. Ouais. Et entre autres par Airbnb. Airbnb, excusez-moi. Et donc là aussi, le job il n'a pas été fait par les instances Alors là, professionnelles. Pas par les instances professionnelles, surtout par les instances aussi municipales. Parce qu'il faut être déclaré, Airbnb. Alors Airbnb, à un moment donné, moi j'en mets que dans un petit village ou une ville, on loue 3-4 appartements. Mais quand ça devient métier, qu'on achète des appartements qui sont des résidences secondaires et qui ne servent qu'à faire que des Airbnb, je ne suis pas d'accord. Je m'excuse, il n'y a pas de prestation. Vous avez des risques qu'on prend les clés dans une boîte aux lettres, vous allez dans une chambre, vous ne savez pas qui c'est qui a, ce qu'ils vont faire, si ce camamor et compagnie, etc. Il n'y a pas de sécurité. Je suis désolé, là je suis anti-Airbnb. Vous êtes anti. Mais alors, votre ami, là, Retailleau, là, on a légiféré, les maires ont gagné face aux plateformes, on a légiféré, et ça fait plusieurs mois qu'on attend les modalités d'application de cette loi. Alors, il y a des villes comme New York et Miami, bon, c'est pas en France, mais qui interdisent les meublés touristiques, et en France, on attend. On attend quoi? On ne sait pas, mais on attend. Vous dites quoi? Moi, je dis qu'ils ne sont pas... dans la réalité, aujourd'hui, il faut agir très vite. Alors, je ne dis pas interdire tout, mais il y a des minimums. Et respecter la loi. Déclarer. N'oubliez pas qu'il y a des taxes de séjour dans les hôtels. On déclare un Airbnb à la mairie. Il faut le déclarer. Tout ça, tout le monde l'oublie. Alors aujourd'hui, on sait de porte à porte, on se loue, on connaît un tel, prenez mon numéro, vous appelez un tel, comme ça vous allez avoir un appartement. Voilà, moi je ne suis pas d'accord. Il y a des hôteliers qui se cassent la tête, qui ont des prestations, qui donnent de la sécurité et qui payent des impôts. Je ne vois pas pourquoi nous on passerait à côté. Je suis désolé, je pense qu'il n'y a pas... je m'excuse. Je ne vais pas employer le terme vulgaire, mais je pense qu'on n'a pas, comme on dit en Espagne, los cojones à un moment donné pour aller vite. Voilà. C'est dit. Donc, aujourd'hui, vous êtes restaurateur, vous êtes critiqué, noté. Comment s'adapter à cette nouvelle tendance? Alors, moi, je suis trop vieux. Je vais être très clair. Je suis trop vieux, mais c'est vrai que en faisant des... Il y a des gens qui passent leur jour, tous les jours, à faire sur les réseaux, à envoyer des commentaires ou autre chose. Bon, moi, je suis plus dans le coup, là. Si je dois moderniser, je dois tout changer, je repars. Vous vendez votre restaurant. Voilà. Bon, sinon, je repars pour 4 ans. Donc, il faut là-dessus, il faut qu'on s'adapte au réseau. Mais les réseaux, et quand on vous dit, oui, le plat et compagnie, etc., j'ai payé tant. Vous ne savez pas la personne. Qu'est-ce qu'il a eu comme plat, exactement, combien de grammes il a eu, etc. Attendez, les réseaux, c'est bien, ça nous informe.
Si vous avez 15 commentaires négatifs sur 0 positif, ça pose problème. Mais sinon, à un moment donné, c'est très tendancieux. Et moi, je me méfie des commentaires. Par contre, j'ai le réflexe quand je vais dans d'autres endroits, quand je vais dans une ville, que je vois un restaurant qui est plein, le deuxième qui est plein, et 3 ou 4 autres qui sont vides, je ne vais pas dans les 3 ou 4 autres. Je vais dans les 2 qui sont pleins. C'est des réactions humaines. Voilà. Il faut faire comme ça. Alors. Ah, je pense, parce que si les gens ils retournent dans ces établissements, c'est que dans l'ensemble, ils sont contents. Ils ne sont peut-être pas parfaits, mais ils sont contents. Voilà, après, quand quelqu'un se crée, il utilise les réseaux au maximum, tout ça, d'accord. Bon, il y a une polémique aussi avec les établissements No Kids. Vous avez entendu parler de non, ça? Non, pas du tout. Dites-moi. Donc, c'est les établissements qui n'acceptent pas les enfants. Ouais. Écoutez, il y en a la grande motte, il y en a la grande. Il paraît qu'il y en a 200 en France. J'en ai pas vu, et je pense que là-dessus, c'est la société qui a mal évolué. Je pense qu'aujourd'hui, les parents, il faut qu'ils tiennent les enfants parce qu'ils pensent qu'il y a des gens à côté qui mangent et qui sont venus pour être tranquilles et manger, et le restaurateur, pareil, qui pense aussi qu'on peut avoir des enfants et que de temps en temps ils crient, qu'ils s'occupent d'eux. Il faut qu'il y ait un juste milieu, que chacun ait indirectement de l'éducation. Et ça, on l'a perdu. Ça vous est arrivé dans votre établissement qu'il y ait des enfants insupportables dans des... Oh, oui, voilà. Mais bien sûr, là, on est même allé voir des fois les parents. On leur a dit, soyez gentils, il y a des gens qui mangent, etc., gentiment. On leur fait comprendre. Alors, un autre sujet, là, les tickets restaurants, là. Vous savez, on fait des tickets restaurants. Attendez, je vous arrête. Vous avez dit quoi? Ticket, quoi? Restaurant? Il y a le mot restaurant? Et alors, ça sert à quoi? On donne des tickets restaurants pour aller au supermarché? Mais on se moque de nous. Le ticket restaurant, c'est français, c'est marqué sur le papier, il y a écrit restaurant. À un moment donné, il faut arrêter. Alors on peut tout le voyer, faire plaisir par certains politiques, mais il faut arrêter. Alors, moi j'ai des chiffres, parce qu'il faut toujours avoir des chiffres. Vous le savez. Donc, en 2022, il y avait 22% de perdition. Aujourd'hui, on est passé à 30%. Il y a 600 € de manque à gagner pour les restaurants. C'est ça. C'est colossal. Vous le multipliez par le nombre de restaurants, vous comprenez. Le but, c'était quoi? De donner à les salariés un avantage pour qu'ils puissent en profiter. Aujourd'hui, c'est tout le monde donne ça. On va payer pas au poste d'essence, au primeur ou au supermarché, on paye avec les tickets restaurant. Je l'ai vu devant moi. Attendez, alors changez le titre, faites autre chose. Ça me vexe, moi. Voilà. Donc, la gastronomie, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ah, la gastronomie, c'est une des plus belles choses. Nous avons des gens qui ont du talent, de l'art et de la passion. Il faut essayer tous de les imiter. Mal, des fois, on les imite, mais c'est quelque chose. La France a été la gastronomie. Mais, si vous voulez, il va falloir aider indirectement tous ces gens-là, parce qu'on est en train de se faire un petit peu dépasser par d'autres pays. Là, aujourd'hui, donc, c'est la formation, qui devient très important chez nous. Vous l'avez dit, dans les écoles, inciter les gens à venir, les inciter à aller chez un gastro pour voir comment ça se passe, comment voir les plats, ou que le gastro vienne dans la classe d'école, expliquer. Tout ça, c'est une pédagogie qu'il faut absolument rentrer dedans et aller au fort. Et des fois, nous sommes aidés, je le dis, par des instances de l'État, la préfecture ou autre, qui, sur certains dossiers, nous aident complètement. Et je les en remercie. Donc la gastronomie a de l'avenir. Ah, écoutez, on est tous français, on aime bien manger. Alors, par contre, on préfère économiser. Moi, personnellement, aller bien manger. Et c'est vrai que le gastro, il ne faut pas regarder la quantité, il faut regarder tout le travail qu'il y a autour, comment c'est fait, et le goût. C'est quelque chose que, quand on rêve, on est enchanté, on veut refaire pareil. Moi, j'ai fait la même bêtise. À un moment donné, je me suis pris pour... j'ai dit, je vais faire pareil. Non. Il faut apprendre, il faut savoir, et il faut que ça plaise aux clients. Et c'est beau, la gastronomie. D'ailleurs, on le voit, dans tel pays, aux États-Unis ouvre un truc. La gastronomie, elle est un peu dépassée en France? Non, je ne pense pas. Il faut qu'elle se renouvelle un petit peu avec des plats un petit peu. Un mélange d'exotisme, je dirais, maintenant pour moi.
pas que traditionnel. Le nôtre, parce que c'est un acquis important en gastronomie, et rajouter de l'exotisme dedans. Voilà. Alors après, vous me direz pour des plats végétariens, c'est autre chose. Permettez que moi, aujourd'hui, je suis dans la gastronomie. La gastronomie, c'est tous les paysans, l'agriculture, c'est tout l'ensemble. Est-ce que vous avez un plat végétarien dans votre restaurant? Mais par contre, plat vegan, un plat vegan non plus. Mais par contre, je suis capable de le faire. D'accord. On veut une salade végétarienne ou autre chose, je le fais. On me le demande des fois, mais rarement, de moins en moins, hein, je veux vous dire. Monsieur Jacques Mestre, je vous remercie pour cet entretien. Ah, ben c'est ça, j'aurais continué si vous voulez avec plaisir. Hein. On va s'arrêter. Au plaisir et à votre disposition.